Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Aujourd'hui, nous parlerons de la vie extrêmement sous-estimée et légendaire de Joseph Bologne. Joseph était largement considéré comme l'un des hommes les plus accomplis d'Europe de son vivant. Avec une liste impressionnante de talents, allant du génie du violon au plus grand escrimeur d'Europe. Il a surmonté les stigmates sociaux de son époque, devenant aimé, admiré et même envié par des personnalités telles que Mozart, Marie-Antoinette et même un président américain. Alors commençons. Joseph Bologne commença sa vie incroyable le jour de Noël 1745 sur l'île française de la Guadeloupe. Son père, Georges Bologne du Saint-Georges, que j'appellerai Georges, était un riche planteur. Sa mère, Nanon, une femme sénégalaise réputée pour sa beauté époustouflante, était l'esclave et la servante personnelle de l'épouse de son père. Même si Georges était marié et que de nombreux hommes de l'époque reniaient simplement leurs enfants illégitimes, il est dit qu'il aimait sincèrement Joseph et sa mère Nanon. Il a non seulement reconnu son fils et lui a donné son nom de famille, ce qui allait à l'encontre des conventions de l'époque, mais il les a également entièrement soutenus. Lorsque Joseph avait 7 ans, son père décida qu'il voulait offrir une meilleure vie à son fils. Il voulait s'assurer que Joseph bénéficierait de la meilleure éducation possible. Ils quittèrent donc la Guadeloupe et sa mère Nanon et partirent pour la France. Une fois à Paris, Georges engagea les meilleurs tuteurs qu'il put trouver et inscrivit Joseph dans un pensionnat. Avant de repartir pour rentrer chez lui, Georges s'assura que son fils serait éduqué comme un parfait gentleman. Jusqu'à ce moment-là, bien que fortuné, Georges Bologne était toujours considéré comme un roturier en France. Mais en 1757, il fut nommé assistant personnel du roi Louis XV. Il devint officier dans la garde du roi, ce qui lui conféra la noblesse et le titre de chevalier du Saint-Georges. Cela lui permettrait également de poursuivre l'éducation de Joseph. La même année, Joseph fut inscrit à l'Académie royale d'escrime et d'équitation. Bologne devint rapidement l'un des meilleurs escrimeurs de l'Académie. Le maître d'armes Laborde avait un fils qui était camarade de classe et ami de Joseph pendant ses années à l'Académie. Il décrivait le jeune Joseph comme bien bâti, doté d'une grande force physique, souple et mince avec une vitesse étonnante. Personne d'autre n'a démontré autant de grâce et de discipline. À l'âge de 15 ans, il surpassait les meilleurs escrimeurs de l'Académie. À 17 ans, il était considéré par ses pairs et même par la Boissière comme l'un des meilleurs escrimeurs d'Europe. Certains croyaient qu'un homme de couleur de peau comme Joseph ne pourrait jamais être aussi habile que ce qu'il décrirait comme un véritable Français. Alexandre Picon, maître d'escrime de Normandie, a lancé un défi au père de Joseph, lui demandant s'il pouvait se battre publiquement contre son mulâtre. Maintenant, ce mot est utilisé pour décrire une personne d'ascendance africaine et européenne mixte. Et bien qu'il soit désuet aujourd'hui, il était incroyablement offensant en France, car le mot était une insulte et était pris comme tel. Joseph accepta le défi et le match a rapidement attiré une énorme foule. Ses partisans voyant quelque chose de plus important dans le duel. La foule s'est retrouvée divisée entre ceux qui croyaient en la supériorité de la couleur de peau et ceux qui n'y croyaient pas. Alexandre Picon est venu humilier un jeune homme et prouver à ses partisans qu'ils avaient raison. Malgré tout le battage médiatique, Joseph a facilement vaincu le maître d'escrime Piccolo. Et même si ce n'était qu'un match d'escrime, cela semblait pousser légèrement l'opinion publique dans la bonne direction. Joseph deviendra un champion de l'escrime et sortira diplômé de l'Académie et obtiendra le titre de chevalier. Enfin, il pourra porter le titre de son père et pour la première fois de sa vie, il sera Joseph Bologne, chevalier. À ce stade de sa vie, Saint-Georges était déjà extrêmement populaire, en particulier auprès des femmes de Paris. Il était beau, athlétique, intelligent et gracieux, le parfait gentleman. Il éblouissait la société parisienne et sa compagnie était très prisée. Avant même d'avoir 20 ans, 2 célèbres compositeurs lui avaient déjà dédié leurs œuvres. Ce sont ces amitiés qui l'ont peut-être conduit vers ce qui allait devenir le véritable amour de sa vie, la musique. En 1769, des Parisiens émerveillés levaient les yeux vers la scène et voyaient Joseph Bologne, le meilleur escrimeur de France, jouer parmi les violonistes de l'un des meilleurs orchestres de Paris. Il n'avait jamais révélé à personne qu'il savait même jouer du violon. En 1772, il obtenait des ovations debout pour ses performances en solo. Et l'année suivante, il était nommé directeur des symphonies. L'ascension fulgurante de Joseph dans le monde musical de Paris en a fait une célébrité qui atteindra de nouveaux sommets. C'est à cette époque qu'il commença à être appelé le Mozanois, ce qui signifiait le Mozart noir.
Joseph était libre de faire ce qu'il voulait, de suivre n'importe quelle passion qui l'animait, grâce à son père qui n'avait jamais cessé de le soutenir. Mais en 1774, Georges Bologne, le véritable chevalier du Saint-Georges, décéda chez lui, en Guadeloupe. Dans son testament, Georges avait légué une somme importante à Joseph et à sa mère Nanon. Cependant, contre les souhaits de son père et conformément à la loi française. Cet héritage fut donné à la place à la sœur de Joseph, la fille légitime de Georges, issue de son mariage. Joseph se retrouva ainsi seulement avec un cœur rempli de chagrin pour l'homme qui lui avait montré de l'amour lorsque la plupart l'auraient rejeté. Sans argent à son nom, il devait compter sur ses propres talents pour s'en sortir. Heureusement, il en avait beaucoup à choisir. Au cours des années suivantes, il participa à des centaines de duels, dirigea l'orchestre, réalisa des solos, créa un genre de musique classique en France, composa 20 morceaux de musique, écrivit des comédies et se livra même à un combat de boxe. En 1776, l'Opéra de Paris connaissait des difficultés financières et créatives. Joseph était l'évidence en tant que prochain directeur, mais une fois de plus, il lui fut rappelé que tout ne dépendait pas seulement de son talent et que sa couleur était quelque chose que certaines personnes ne pouvaient tout simplement pas accepter. 3 des principales cantatrices de l'opéra présentèrent une pétition à la reine Marie-Antoinette, l'assurant que leur honneur et leur conscience délicate ne leur permettraient jamais de se soumettre aux ordres d'un mulâtre. Cela devint immédiatement un véritable scandale. Pour éviter l'embarras pour lui-même et la reine, Joseph décida de retirer complètement sa candidature. En réponse à cette pétition, Louis XVI reprit l'opéra à la ville de Paris. Dès lors, Marie-Antoinette organiserait ses concerts musicaux à Versailles, limitant le public à son cercle intime et à quelques musiciens, parmi lesquels Joseph Bologne. Il jouait du violon pour eux, tandis que Sa Majesté jouait également du piano. Au cours des années suivantes, Saint-Georges naviguait de ci et de là, charmant tous ceux qui croisaient sa route, combattant, jouant et composant. Ce qui est intéressant à propos de cette période, c'est qu'à l'été 1778, Saint-Georges et Mozart séjournaient dans la même maison. Pendant ce temps, Mozart écrirait 3 œuvres plus connues, potentiellement avec l'aide de Joseph, jouant du violon pour lui. Au milieu des années 1780, Saint-Georges devint le mécène de son ami de longue date et admirateur Louis-Philippe II, l'un des hommes les plus riches de France et cousin du roi. Philippe joua un rôle incroyablement important dans l'histoire de la Révolution française. Il était étonnamment libéral pour quelqu'un qui pouvait être considéré comme de la royauté. Il était abolitionniste et un véritable croyant en la démocratie. Certains historiens et même des personnes de l'époque ont affirmé qu'il finançait secrètement des émeutes et des marches de femmes afin de provoquer l'instabilité et le mécontentement parmi les classes les plus pauvres. Ce palais, connu sous le nom de palais Égalité, est considéré comme le berceau de la Révolution. Au cours des années cruciales suivantes de l'histoire de la France, Saint-Georges se retrouva aux côtés de l'un des principaux acteurs. En raison de son statut de célébrité et de ses manières charmantes, Philippe commença à emmener Joseph avec lui lors de missions politiques. En 1787, Saint-Georges et Philippe se rendirent en Angleterre pour rencontrer le prince de Galles. Philippe souhaitait obtenir le soutien de l'Angleterre pour le mouvement abolitionniste. Et étant donné que le prince était un admirateur de Saint-Georges et également futur roi d'Angleterre, une opportunité unique s'offrit à eux. Bologne déploierait tous ses talents, jouant des concerts pour le prince lors de soirées et faisant des duels avec des maîtres d'escrime renommés de toute l'Angleterre, y compris une célèbre femme nommée Chevalier d'Éon, un diplomate français. Saint-Georges devint rapidement le favori du futur roi et le persuada d'assister à une réunion avec les principaux abolitionnistes de l'époque. La nuit de la réunion, Saint-Georges se promenait seul dans les rues de Londres lorsqu'il fut pris en embuscade par 4 hommes en colère, armés de pistolets. Malheureusement pour eux, Bologne n'avait besoin que de sa canne. Le plus grand escrimeur d'Europe arriva un peu en retard à la réunion, avec seulement quelques égratignures pour montrer qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. La réunion se passa bien et inspira un changement dans le point de vue chez beaucoup de participants. En 1807, la traite transatlantique des esclaves fut interdite dans tout empire britannique. En mai 1789, Joseph était enfin rentré en France après 2 années à Londres, mais ce n'était plus la même ville qu'il avait quittée.